Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Voici un an. Le roi Mohamed VI a adressé un discours à la nation 7 mois après le début de la pandémie de Covid-19 dans le monde et 5 mois après l'arrivée du premier virus au Maroc. 5 mois de décisions graves, donc toutes plus importantes les unes que les autres, avec un état d'urgence sanitaire décrété dès le début, un long confinement de près de 3 mois, des indemnisations à très grande échelle et bien d'autres mesures faisant de cette crise, comme le pensent les Chinois au Maroc, une rupture et une opportunité. Le 29 juillet 2020 donc, le roi Mohamed VI présentait les contours d'un plan ambitieux de relance économique à travers la création d'un fonds d'investissement stratégique d'environ 120 milliards de dirhams qui devait être injecté dans l'économie nationale, soit l'équivalent de 11% du PIB. Le souverain a également annoncé la création d'une agence nationale dont la mission consistera à assurer la gestion stratégique des participations de l'État et à suivre la performance des établissements publics. Sa Majesté le Roi a également ordonné la généralisation de la couverture sociale à l'ensemble des Marocains au cours des 5 prochaines années. Et depuis l'année dernière, sur le plan diplomatique, d'immenses avancées ont été enregistrées par le Royaume. En effet, et outre la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis, nous avons assisté et assistons encore à un recalibrage, voire un rééquilibrage de nos relations avec notre voisinage européen. En un an donc, d'une fête du trône à l'autre, le Maroc vaccine massivement, lance sa production vaccinale locale, se dote d'un plan de protection sociale global et d'un nouveau modèle de développement et enregistre la reconnaissance de la marocanité du Sahara par la première puissance mondiale. Nous parlerons de cette année riche en événements avec nos invités. Hassan Saoud, vous êtes chercheur à l'Institut royal des études stratégiques. Zakaria Aboudaha, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette année très riche en événements. Alors, on commence par une question groupée, une question à vous deux, comme d'habitude, une question courte, avec une réponse courte, mais dense. Quels sont les points, les mesures ou les actions qui auront marqué tout au long de cette année, qui auront marqué le Maroc tout au long de cette année, à tous les niveaux? On commence par vous, professeur Abouddahab. Merci, c'est Aziz. C'est vrai que depuis juillet 2020 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de mesures percutantes, importantes, qui ne manqueront pas de déterminer l'avenir du Maroc. Moi, ce que je retiens en premier lieu, c'est d'abord la présentation devant Sa Majesté le Roi du rapport de la Commission sur le nouveau modèle de développement du Maroc. Donc, c'est un développement global, non seulement du point de vue économique, mais aussi social, humain, culturel, etc. Je crois que c'est un chantier de reine, titanesque, structurant. Évidemment, une révolution sociale, je dirais, silencieuse, avec le lancement notamment de la protection sociale généralisée à tous les Marocains, avec beaucoup de ventilation et beaucoup d'articulation. Et évidemment, d'autres mesures phares, comme par exemple la mise sur pied d'un fonds stratégique dédié au soutien à l'investissement pour justement atténuer les effets de la Covid-19 sur l'économie marocaine, mais aussi qui ouvre des perspectives énormes. Bien entendu, on pourra également parler de réalisations majeures sur le plan diplomatique, notamment, vous l'avez dit, d'entrée de jeu, la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, mais aussi l'évolution des relations avec beaucoup de pays, que ce soit de l'Afrique subsaharienne, des pays asiatiques ou des pays de l'Amérique de façon générale. Merci Hassan Saoud. Qu'est-ce qui vous aura marqué donc dans cette année en événement? Vous n'avez que l'embarras du choix. Pour l'invitation. Je garde en souvenir le discours royal à l'occasion du 21e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi au trône de ses glorieux ancêtres. C'était un discours de la méthode, un cahier de charge et une feuille de route, avec, comme vous l'avez rappelé, tous les instruments nécessaires à booster l'économie, à venir en aide aux franges de la société les plus vulnérables et d'autres mesures que vous avez citées. Le nouveau modèle de développement est venu couronner évidemment cette année. Naturellement, le discours est un discours de constat, mais aussi évidemment d'enseignement qui figure dans le discours royal. Certains dysfonctionnements, les forces et les faiblesses de l'intervention qui était une anticipation extraordinaire aux yeux du monde. Mais évidemment, il y a eu cette force de la résilience
de la population marocaine, de l'acceptabilité de cette décision restrictive, de l'appropriation de la gravité de la situation et évidemment de son installation dans la durabilité. Ça, ce sont des points focaux du discours. Maintenant, l'année que nous vivons est une année de déclinaison de ces mesures où des rectifications sont faites ici et là, mais globalement, nous avons réussi l'examen de passage d'une pandémie mondiale qu'on n'a pas vu venir à temps, mais que le Maroc a su gérer pour en limiter les effets avec un succès évidemment incontestable. Effectivement, c'est une pandémie que personne n'a vu venir, mais que le Maroc a su anticiper dès le mois de janvier, dès le mois de février. La commission technique a été mise en place, les mesures ont commencé à être pensées, à être réfléchies. Nous avons été pratiquement les premiers en tout à confiner, puis à déconfiner, puis à indemniser, puis à fabriquer des masques. Alors nous allons, pour essayer de structurer, parce que encore une fois, ça a été une année extrêmement riche en événements, nous allons structurer ça en 3 points pour faire très simple, l'économique, le social et le géopolitique. Alors on commence par l'économie et par vous, Zakaria Bouddahab. Ce fameux plan de relance de 120 milliards de dirhams, il consiste en quoi? Alors, c'est un plan qui est considérable, un chantier de règne. Bien entendu, on ne pouvait ne pas citer récemment, c'était début juillet, du lancement du vaccin Made in Morocco, en partenariat avec d'autres groupes mondiaux, notamment Sinopharm, nous y reviendrons. Alors, 120 milliards de dirhams dédiés à la relance de l'économie, qui consiste d'abord à prendre en considération des mesures qui sont transverses, qui concernent toute l'économie nationale, notamment en atténuant encore une fois les effets de la Covid-19, qui est une pandémie mondiale, sur les secteurs les plus vulnérables, mais en même temps doper dans l'économie, ou plutôt injecter dans l'économie des fonds de nature à soutenir notamment les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. Je crois que ce plan a été également décliné par le ministre des Finances, c'était en août 2020, à la suite du discours de Sa Majesté le Roi du 30 juillet 2020, et qui en même temps avait montré quels seront les secteurs prioritaires qui vont donc bénéficier de ces injections qui vont bien entendu s'étaler sur plusieurs années. Ce qui a également retenu mon attention, c'est le montage financier de ce projet gigantesque, encore une fois, de ce plan de relance, car il y a des fonds publics qui vont être injectés, mais également des crédits garantis, notamment par l'État, mais également des participations de la part du secteur privé. Donc nous sommes au cœur du partenariat public-privé. Je crois que ce fonds n'est pas conjoncturel, je crois qu'il est structurel, et le fait d'atteindre pratiquement 11% du produit intérieur brut constituerait, à mon sens, une réalisation majeure qui ne manquera pas d'engendrer des effets positifs sur l'économie nationale de façon générale. Bien entendu, il faut par la suite mettre en place les mesures d'accompagnement pour mieux opérationnaliser ce fonds considérable, encore une fois. Alors ça, c'est pour le côté de l'entreprise. Pour ce qui concerne l'entreprise, Hassan Saoud, donc quelques semaines après le discours du trône, le Maroc signe des accords de coopération avec la Chine et son laboratoire Sinopharm. Mais un an après, quelle rétrospective on pourrait faire, ou pourriez-vous faire, de cette décision sur la vaccination, la production de vaccins? Comment vous voyez les choses et où en est-on maintenant? On a constaté évidemment que le Maroc a diversifié toutes les acquisitions des vaccins. Nous sommes valeurs aujourd'hui à 28% de personnes complètement vaccinées et à quelque chose comme 30 et quelques de primo-vaccinés. C'est-à-dire, je vous interromps 2 secondes, je vous coupe 2 secondes. Donc, on a dépassé les 10 millions en personnes complètement vaccinées. On notera que contrairement à beaucoup de pays dans le monde, il y a toujours eu une petite différence entre les primo-vaccinés et les complètement vaccinés. Ce qui signifie qu'on n'a pas fait dans le nombre, mais qu'on a fait dans l'efficacité. À partir du moment où on reçoit, disons, 1 million de doses, c'était pour 500 000 personnes. Et c'est pour ça que les taux sont assez rapprochés, que les chiffres sont rapprochés. Évidemment, mais l'essentiel, c'est que nous sommes dans le top 10 dans ce domaine.
Naturellement, l'accord de coopération ou le mémorandum signé avec Sinopharm sous la houlette de Sa Majesté le Roi est un élément important. Pourquoi? Parce que le Maroc, qui est devenu un hub financier, hub industriel, hub technologique, hub aéroportuaire et portuaire, va devenir dans quelques temps un hub vaccinal. C'est une réalisation majeure importante qui va évidemment concrétiser la volonté royale de cette coopération sud-sud et de notre prolongement et de notre profondeur stratégique africaine. C'est un bel exemple de ce qui s'appelle la coopération triangulaire, dont le Maroc est devenu un point nodal qui va encore se développer pour faire de ce pays, évidemment avec la volonté royale, un pays certainement incontournable à l'avenir. Donc voilà un peu ce que nous avons fait dans ce domaine. 22 ans de règne, des projets énormes dont on parlera, mais sur l'accord évidemment sino-marocain, c'est d'abord pour une souveraineté sanitaire, mais c'est aussi à l'endroit de l'Afrique, qui est un continent que Sa Majesté le Roi aime tant. Donc finalement, c'est une coopération sud-sud, mais je vous reprendrai là-dessus, c'est une coopération Afrique. Ça rappelle un peu le discours du roi Mohamed VI à Abidjan en 2014, je pense, quand il disait que l'Afrique devait faire confiance à l'Afrique. Donc après les masques, après les gels, après tous les produits qui ont été distribués, partagés avec plusieurs pays d'Africains en début de pandémie, avec l'hôpital de campagne qui est déployé maintenant en Tunisie, on en arrive maintenant à la vaccination. Alors, on ne pourra pas, malheureusement, vu le temps, faire le tour de toutes les réalisations en économie sur cette année très très difficile, mais on peut dire que pour globaliser un peu les choses, que le Maroc a fait preuve d'une créativité et d'une inventivité, d'une agilité insoupçonnée, quoique soupçonnable. Donc entre la fabrication de masques, de respirateurs, les mises au point de tests, de dépistage, fabrication de lits, l'implication dans les vaccins, qu'est-ce qu'on peut en retirer comme conclusion pour l'avenir, Zakaria Bouddaheb? Et comme je le disais en entrée, il y a une différence entre la conception d'une crise dans le monde occidental qui est une rupture danger. Chez les Chinois, c'est rupture opportunité. Je pense qu'on part peut-être sur ce côté-là. Vous en voyez quoi? C'est une opinion personnelle, mais vous y voyez quoi, vous? Rupture, sursaut national. Nous étions, de par le temps, historiquement parlant, un peuple de défis qui a su être forgé par l'histoire et la géographie. Et donc, la monarchie, c'est très important, a un effet catalyseur sur la société. La monarchie au Maroc, il y a plusieurs siècles, a toujours été avant-gardiste. Et je crois que dans le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, depuis 1999, il y a eu une inventivité sociétale, paradigmatique, j'allais dire, qui force le respect et l'admiration. Et cette approche préventive, à mon sens, d'anticipation, relève d'une vision d'abord qui est humaniste. Généralement, toutes les réformes qui ont été impulsées par Sa Majesté le roi inscrivent l'homme au cœur de sa démarche. Quand je dis l'homme, c'est avec un H majuscule, bien entendu. Et le Maroc a su tirer beaucoup d'enseignements des expériences passées, non seulement sur le plan de la gestion de la chose publique, mais également au niveau de la gestion de son environnement immédiat, que ce soit sur le plan régional, que ce soit sur le plan continental, que ce soit sur le plan mondial. Et cela est très important. La monarchie, c'est un ciment de l'unité nationale. Encore une fois, il y a une sorte de symbiose entre le trône et le peuple marocain qui a su, de par le passé, relever énormément de défis. Et je crois que nous sommes toujours dans cette trajectoire, cette trame de fond qui fait la spécificité du Maroc et qui fait bien entendu la spécificité du règne notamment de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Hassan Saoud, vous voudriez ajouter quelque chose sur les conclusions qu'on pourrait tirer de cette activité, activité déployée tous azimuts? J'en dirai deux mots et je la fais courte. Cette approche de cette crise qu'on a connue a montré ce qu'on appelle le partenariat patriotique public-privé. Voilà des chercheurs, des universités, le secteur privé, l'État, évidemment, sous l'impulsion de l'État, dans une coordination, a permis
d'aller vite et sûrement pour la réalisation des objectifs que vous avez dit et faire face avec beaucoup d'efficacité à cette crise inattendue. Alors, on passe au social. Zakaria Abou Dahab, il a été décidé, donc on en parlait, j'en ai parlé en introduction, vous en avez aussi parlé dans votre première prise de parole, cette généralisation de la couverture sociale à l'ensemble des Marocains. Ça va prendre donc, c'est de là sur un délai de 3 ans à 5 ans, mais quelles sont les grandes lignes et quelles sont les perspectives? Ça veut dire quoi, pour être clair, ça veut dire quoi une protection sociale? Qu'est-ce que ça donne comme droit? Disons que la protection sociale équivaudrait à la mise sur pied d'un filet social, donc de protection qui permettrait notamment aux souches vulnérables de se prémunir contre d'éventuelles crises. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, Sa Majesté le Roi, il y a longtemps, entre autres, avait par exemple interpellé le paradigme de développement du Maroc en soulignant justement que malgré les efforts fournis par l'État dans des chantiers différents, malheureusement, la vulnérabilité continuait à sévir. Et donc, pour revenir à ce chantier de Rennes, cette révolution sociale, je pense qu'elle est déclinée en 3 ou 4 éléments essentiels. D'abord, la généralisation des indemnités sociales qui sont bien entendu allouées par des organismes sociaux de protection comme la Caisse nationale de sécurité sociale, entre autres choses. Deuxièmement, les allocations familiales, parce qu'il y a plusieurs familles qui ont des enfants ne reçoivent pas d'allocations parce qu'ils ne sont pas couverts justement par aucun régime de protection, donc les allocations qui vont aller directement vers des familles ayant des enfants. En troisième lieu, il y a la question de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, c'est-à-dire l'accès aux soins de base. Et enfin, la mise sur pied d'une indemnité pour perte d'emploi. Si vous regroupez ces éléments, bien entendu, une fois opérationnels, d'ici 5 ans, d'après les projections, eh bien, ils permettront à tous les Marocains d'avoir accès à ce genre de protection contre la vulnérabilité. Et je voudrais ici rappeler une chose très importante, c'est qu'au niveau de l'indicateur de développement humain, malheureusement, le Maroc accusait pas mal de retard en raison justement de ce déséquilibre ou de ces vulnérabilités. Maintenant, une fois le projet mis en route, cela permettrait, entre autres, bien entendu, au Maroc, de bénéficier d'un certain nombre de points sur le plan du classement mondial au niveau de l'indicateur de développement humain. C'est-à-dire qu'on peut passer pour l'IDH, l'indication de développement humain, comme pour le Doing Business, un saut de géant. Je ne sais pas combien on est, à 110, 120. Donc gagner 20, 30 places sur les 2-3 prochaines années. Très bien. Alors, Hassan Saoud, nous sommes à 5 semaines des élections, donc nous allons avoir un renouvellement de nos corps élus, aussi bien communaux que régionaux que nationaux. Mais restons sur la région. Comment la crise a été gérée, d'après vous, selon quelle méthode sur le plan des territoires? Quelle a été la gestion? Quelles sont les conséquences sur le plan des régions? Comment ça a été fait? Parce qu'il me semble que il n'y a pas que Casa et Rabat et Tanger et Marrakech, mais ça a été géré d'une manière égale, d'une manière linéaire, d'une manière égalitaire sur toutes les régions. Comment ça s'est fait et quelles en sont les conséquences? Vous savez, les stratégies nationales sont forcément déclinées sur les territoires. Et c'est les territoires qui donnent la réalité d'une situation de crise comme celle-là. Vous savez, le législateur marocain a créé un espace pertinent, un territoire pertinent qui est la région, avec ses prérogatives certainement importantes dans le domaine de développement économique, de formation, d'aménagement des territoires, etc., avec des compétences propres et des compétences partagées avec l'État. En l'espèce, les régions, évidemment sous la houlette des représentants du pouvoir central, ont eu à gérer territorialement cette crise. Cette crise, pour un wali, pour un gouverneur, évidemment, elle est sanitaire, mais elle est aussi un problème d'ordre public. Et la coordination des services, des autorités, des auxiliaires et évidemment de l'institution militaire dans un cadre coordonné et dans un maillage territorial assez rationnel a permis de faire face à cette crise. Et je pense que la région restera, et l'exemple en a été donné, et les provinces resteront des espaces où une crise peut être gérée correctement parce qu'il y a
une complémentarité des compétences, une synergie des moyens et une coordination nécessaire. On n'échappera pas à cet espace qui est très important et qui est aussi un espace. Évidemment, c'est une occasion pour rendre hommage à tous ceux qui étaient chargés d'appliquer et de décliner certaines mesures des fois dures, mais évidemment nécessaires, parce que Sa Majesté a opté pour la santé du citoyen, évidemment, et l'économie, mais la santé du citoyen et l'intérêt supérieur de la nation a primé dans ces décisions, et je pense que nos citoyens l'ont évidemment bien pris. Reste évidemment à vaincre certaines réticences ou certaines récalcitrances vers laquelle une communication spécifique devait aller, parce qu'il faut le dire, on a senti quelques relâchements, quelques indisciplines loin des premiers mois de la pandémie, et il faut y remédier rapidement. Oui, ça, on peut le dire que là aussi, il y a une certaine égalité dans le relâchement des mesures sanitaires sur toutes les régions. Mais au-delà de ça, au niveau régional, on a assisté quand même à une régionalisation. Comme le disait Churchill, il ne faut jamais rater perdre une bonne crise. Cette crise aura permis d'avoir une régionalisation sanitaire et financière déjà, qui était importante, qui le reste toujours, et on verra ce qui va se passer dans 5 semaines. Alors, Zakaria Abou Dahab, il y a eu aussi quelque chose, un événement fondateur, un événement extrêmement important qui nous mènera pour les 15 prochaines années, c'est le nouveau modèle de développement. Alors, après 1 an et demi de réflexion, de rencontres, de cogitation, de discussions, de débats, parfois de combats entre les gens qui ont été auditionnés et les membres de la commission, on arrive donc à un nouveau modèle de développement qui a été proposé il y a 2 mois à Sa Majesté le Roi. Alors sans entrer dans les détails, mais en disant quand même les choses importantes, quelle est votre réflexion sur ce modèle et qu'est-ce que vous en avez retiré comme choses les plus importantes? Il est d'une manière générale important, mais les choses les plus marquantes, les plus impactantes. Mais disons que sur le plan de la démarche, donc c'est une démarche consultative, une caractéristique majeure même de la gestion de la chose publique, notamment sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ça me rappelle également le rapport sur le cinquantenaire qui a été lancé en 2005 par Sa Majesté le Roi, qui avait identifié un certain nombre de nœuds. Donc le rapport actuel, précisément, fixe un horizon, on va dire long terme, moyen long terme, 2035. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit les choses telles qu'elles devraient être dites, sans embâge, sans complaisance, et c'était l'invitation royale d'ailleurs. Il y a des mesures d'action. C'était la commande royale, effectivement. Exactement, c'était une commande royale. Il a identifié donc l'état des lieux, deuxièmement les opportunités à saisir, et puis il a cité ou proposé un certain nombre de leviers d'action. Ce sont donc les chantiers de transformation, par exemple la digitalisation, l'appareil administratif qui doit être refondu de façon considérable, la question des financements, apparemment qui sont déjà mobilisés, maintenant comment les implémenter, et puis chose intéressante, c'est ce pacte national pour le nouveau modèle de développement qui devrait cimenter tous les acteurs, les opérateurs, et notamment en perspective des prochaines élections au Maroc qui vont démarrer en septembre, pour la première fois fusionner aussi bien les élections locales que les élections législatives. Chose intéressante, c'est qu'il a tenté d'inclure dans le cadre d'une approche inclusive les Marocains du monde et en même temps identifier ce qu'on appelle les partenariats internationaux pour pouvoir conjuguer donne interne avec dimension internationale. C'est un rapport en tout cas qui va mobiliser les énergies. Ça reste une feuille de route, je crois. Maintenant, la grande question, c'est comment passer à l'action et quelles sont les élites qui vont demain porter ce projet et réaliser les objectifs stratégiques qu'il s'est fixés. Alors on peut déjà dire, d'ores et déjà dire que ce sont des élites qui l'ont fait, qui ont pris 1 an et demi, ça a été repoussé parce qu'il y a eu justement la pandémie et qu'il fallait que le Maroc d'après la pandémie n'allait pas être le Maroc d'avant la pandémie, qu'il fallait donc parler à tout le monde, recueillir et synthétiser les avis de tout le monde pour pouvoir sortir quelque chose qui fasse sens et qui devra être mise, donc comme vous le dites si bien Zakaria Abou Dahab, par la nouvelle majorité
qui sera mise en place à partir du 8 septembre, au lendemain du 8 septembre, et que ce rapport synthétise aussi les différents grands plans qui ont été lancés par Sa Majesté, que ce soit le plan Green Generation pour l'agriculture, ou l'accélération industrielle, ou la formation professionnelle, ou même l'éducation avec la formation professionnelle. C'est une synthèse qui permettra de revoir et de mettre ça sur chantier. Hassan Saoud, si vous voulez ajouter quelque chose, mais si vous voulez ajouter quelque chose, vous allez le faire après la pause, parce qu'on est déjà à la moitié de cette émission. On se retrouve dans quelques instants. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette seconde partie du débrief consacrée à la Fête du Trône, de la Fête du Trône 2020 à la Fête du Trône 2021, ce qui s'est passé comme événement très riche. Et c'est une année marquée par la pandémie, mais marquée aussi par un grand nombre d'événements importants, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social. On en a parlé et on continuera d'en parler dans cette seconde partie. Et nous en parlons donc, pour ceux qui nous rejoignent, avec Hassan Saoud, chercheur à l'IRES, l'Institut royal des études stratégique, et Zakaria Abou Dahab, professeur de relations internationales à l'université Mohammed V de Rabat. Juste avant la pause, Hassan Saoud, je vous demandais si vous vouliez ajouter quelque chose sur les éclairages apportés par Zakaria Abou Dahab sur le nouveau modèle de développement. Effectivement, dans la commande royale, il y a le citoyen au cœur de ce nouveau modèle de développement. Une société solide, une société juste, et socialement et spatialement. C'était une des directives royales, justice sociale, justice spatiale, citoyen au cœur du dispositif. Évidemment, le nouveau modèle de développement nécessitera forcément une déclinaison. Et comme vous venez de le dire, il y a des échéances électorales dont on connaîtra l'issue, mais à un nouveau modèle de développement, peut-on évidemment, comme réponse, avoir des anciens logiciels, des ressources humaines qui ne sont pas en adéquation avec ce nouveau modèle de développement. C'est toute la question qui va se poser prochainement, parce que je pense que les vieilles recettes ne peuvent plus correspondre à ce nouveau modèle de développement tellement riche et tellement à l'avant-garde, qui nécessiterait que des ressources humaines qui sont compétentes et capables d'en faire la déclinaison. Voilà ce que je voulais en dire. D'accord, alors on va terminer sur ce volet en revenant sur cette question de vaccination qui, à mon sens, est extrêmement importante et fondamentale et structurelle. Donc le Maroc, qui est un pays quasiment émergent, certains disent qu'il l'est, certains disent qu'il ne l'est pas encore, qu'il reste encore quelque chose, a réussi donc, le Maroc a réussi à se placer dans le top 10 des pays en matière de vaccination, en dépit du fait qu'il ne produit rien sur son sol. Et on a été, lors d'un précédent débrief, nous étions avec deux éminents chercheurs qui ont dit que c'était quand même une prouesse d'arriver à ces pratiquement 25 ou 30 millions de vaccins. Alors quel commentaire on pouvait faire de là où on est arrivé aujourd'hui? C'est la question que vous est posée pour vous deux. On commence avec vous, Zakaria Abou Dahab. Donc aussi bien sur le volume de vaccination que sur la gratuité, que sur l'organisation, que sur l'adhésion populaire et la confiance des uns et des autres. Alors il y a eu deux parties. Il y a eu la partie de avant qu'on produise nos propres vaccins, c'est-à-dire la phase actuelle, et la partie d'après. Comment vous avez vu comment on a pu réussir ça? Il y a eu l'adhésion, il y a eu le leadership royal, mais quand même, on a vu dans les autres pays comment ça s'est passé, pour assurer la confiance d'une trentaine de millions de personnes, c'était pas gagné à l'avance. Absolument. Dans une conjoncture extrêmement difficile sur le plan mondial. Alors, encore une fois, c'est grâce à la vision prospective et anticipative de Sa Majesté le Roi, qui a tenu des réunions avec un comité qu'il a institué pour justement s'inscrire en amont de l'évolution de la pandémie, dont les indicateurs étaient très inquiétants au départ, et avec aussi la conclusion de partenariats avec des pays qui fabriquent le vaccin, notamment la Chine. Donc, dès le début, il y a eu une sorte d'anticipation qui a donné ses fruits par la suite. Deuxièmement, encore une fois, c'est un style de gouvernement et je dirais un mode opératoire. On a vu qu'il y a une symbiose, une interaction très positive
entre la monarchie et la population marocaine ou le peuple marocain, et qui, de par le passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait montré sa capacité et sa résilience à gérer les grandes crises. Par exemple, je rappelle que durant les années 90, où il y a eu une terrible sécheresse, comment les Marocains, tant bien que mal, ont contribué justement à alimenter un fonds pour le dépassement de cette sécheresse. Donc, on puise dans un référentiel ou dans un socle historique qui a structuré la relation entre la monarchie et le peuple marocain. Et maintenant, au niveau de la phase après, Inch'Allah, Covid-19, je crois que le partenariat qui a été conclu entre l'État marocain, Sinopharm, Récipharm et Sotema, qui est l'entreprise marocaine qui va mettre à disposition les locaux pour justement le lancement de vaccins. Le chiffre qui a été retenu au départ, c'était 5 millions qui va être dépassé. Cela veut dire que le Maroc va le produire non seulement pour sa propre population, mais également pour des pays, notamment de l'Afrique subsaharienne, mais également de l'Afrique du Nord. Vous avez cité tout à l'heure, c'est Aziz, l'aide qui a été acheminée au pays frère, la Tunisie, avec un hôpital de campagne et grâce à une implication extraordinaire également des forces armées royales qu'il faudra donc ici saluer, et en la personne de Sa Majesté qui est le chef suprême de ces forces armées royales. Je crois que le Maroc maintenant est sur la bonne voie pour être résilient sur ce plan et fonder un vaccin made in Morocco. Et déjà, on parle de la diplomatie du vaccin, un repositionnement sur l'échiquier continental et sur l'échiquier mondial. Alors avant d'en arriver à la diplomatie tout court, parler de la diplomatie du vaccin, on va parler de la diplomatie tout court. J'aimerais avoir le sentiment de Hassan Saoud, que j'ai présenté comme chercheur à l'IRES, mais comme vous avez parlé aussi des forces armées royales, qu'il faut ici saluer, Zakaria Abou Dahab, j'en profite aussi pour dire que Hassan Saoud est officier supérieur retraité de la gendarmerie royale, et j'aimerais vous interpeller, si vous me permettez, Hassan Saoud, sur l'ordre et sur la discipline et sur la rigueur et la régularité qui a été déployée depuis 4 mois maintenant, depuis 5 mois qu'on a commencé cette vaccination. Vous avez vu comment ça s'est passé, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Ça a aussi incité les gens au départ un peu sceptiques à y aller massivement pour la vaccination. Oui, et il faut aussi signaler évidemment l'enjeu. L'enjeu, c'est d'atteindre une immunité collective. Et il faut se réjouir des dernières mesures prises par le département concerné dans la facilitation des accès à des vaccinodromes, ce qui a évidemment entraîné cet engouement. Il faut souhaiter que ça continue. Naturellement, vous parlez des forces armées royales, elles sont présentes partout. À l'échelon national, évidemment, dans toutes les crises, qu'elles soient sanitaires, dans des calamités publiques et même dans la lutte, et aussi dans la lutte contre le terrorisme, l'armée fait partie de cette chaîne sécuritaire collective. C'est ça qui fait une valeur ajoutée sur les territoires et sur, évidemment, les besoins de la population. Il faut le saluer. Évidemment, vous en avez parlé, notre institution militaire s'est installée depuis longtemps dans la multinationalité, les opérations de maintien de la paix, toutes les projections médicales, sanitaires et humanitaires à l'endroit de nos partenaires et évidemment une coopération internationale, évidemment, vous l'avez dit, avec des partenaires OTAN, États-Unis et j'en oublie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette institution a atteint un degré d'opérationnalité et d'interopérabilité qu'il peut prouver dans toutes les zones d'intervention. Et ça, il faut le souligner, nous sommes passés dans un cran où on est devenu une institution militaire nationale, mais aussi installée dans la multinationalité et terre, air, mer, secours, assistance médicale. Et il faut rendre évidemment hommage à Sa Majesté le Roi qui en a fait un outil technologique efficace, humain et
qui se déploie surtout au profit des pays frères qui affrontent des difficultés d'accidents, épidémies, pandémies, et il faut en être fier. Tout à fait. D'ailleurs, on a vu l'adhésion populaire quand on a vu l'armée dans les villes pour donner un coup de main, pour aider, pour assurer. C'était au début du confinement, mais aussi après au niveau des hôpitaux de campagne, comment il y a eu cette communion, cette symbiose entre les civils et les militaires, on va dire. Mais on ne peut pas saluer les militaires sans saluer aussi les forces de l'ordre et le personnel médical qui ont quand même aussi et surtout et grandement contribué à la réussite de cette campagne de vaccination. Alors on passe à la diplomatie comme dernière partie, à la diplomatie et à la géopolitique. Alors Zakaria Abou Dahab, le 10 décembre 2020, séisme diplomatique et géopolitique. Les Américains, donc on le sait, ont reconnu la marocanité du Sahara et juste avant des manœuvres communes. Alors qu'est-ce que ça change, cette reconnaissance qui a été donc reconduite par l'administration Biden? Qu'est-ce que ça change à la donne géopolitique marocaine, régionale, africaine, ouest méditerranéenne et atlantique, parce qu'il y a quand même plusieurs mesures. Il n'y a qu'à voir une carte pour voir où se situe le Maroc et sur quoi il peut rayonner ou irradier. Donc, quel est le changement qu'on pourrait analyser, qu'on pourrait attendre de cette nouvelle donne géopolitique? Encore une fois, parmi les événements importants, fondamentaux, cruciaux de cette année. Alors, comme vous l'avez dit, c'est Aziz, c'est un tournant majeur, je crois, dans l'évolution du dossier saharien. D'abord, les États-Unis, en étant membres permanents au niveau du Conseil de sécurité, ne vont pas lésiner sur les moyens. Désormais, pour justement appuyer toute initiative destinée d'abord à trouver un règlement politique mutuellement acceptable, mais qui soit bien entendu inclusif de la proposition marocaine d'autonomie. Et ça a été déjà dit dans la déclaration en date du 10 décembre 2020 et qui a été par la suite actée et publiée au registre fédéral états-unien, confirmée par l'administration Biden. Parce que la décision américaine de reconnaissance, je crois que c'est un aboutissement d'un long processus de maturation des relations entre le Maroc et les États-Unis. Je ne pense pas que ça soit conjoncturel, mais plutôt le résultat d'une réflexion globale menée concomitamment ou conjointement par le Maroc et les États-Unis. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à des résultats tangibles. Comme vous le savez, African Lion, qui est l'opération sous la houlette du commandement américain en Afrique, c'était en juin, durant plusieurs jours derniers, qui a bien entendu cette opération inclus dans le cadre du théâtre des opérations d'entraînement et de simulation, le Sahara marocain. Par ailleurs, les États-Unis, vous savez, jouent un rôle très important en matière de préparation des résolutions onusiennes, notamment sur le Sahara marocain et en perspective d'octobre 2021, parce que c'est le moment où il faudra encore une fois voter le mandat et le budget de la MINURSO, qui est la mission des Nations Unies qui a été déployée depuis 1991. Donc les États-Unis, en amont, pourront ajouter des paragraphes, encore une fois, pour souligner cette démarche originale du Maroc consistant à octroyer une autonomie substantielle aux provinces du Sud. Ça ne manquera pas également d'être un peu généralisé parce que c'est processuel, je crois. Il faut donc donner le temps au temps. Nous verrons peut-être d'autres adhésions de ce genre provenant de puissances internationales ou moyennes. Et je vois dans cette démarche américaine, parce que certains n'ont pas vraiment dit que cela aura un impact considérable sur la réalité du conflit, notamment du point de vue du droit international, mais moi je vois que quand même c'est un catalyseur du changement dont les effets positifs ne manqueront pas de surmonter, ou plutôt de monter à la surface. Et j'ai cité entre autres la question de la gestion conjointe des opérations militaires en termes d'entraînement. Mais auparavant, en octobre 2020, il y a eu un accord très important de coopération militaire entre les États-Unis et le Maroc. Alors, pour revenir sur ce que vous dites sur le fait que les États-Unis soient le pen holder, c'est-à-dire le rédacteur, l'initiateur des résolutions, cette semaine, le Maroc a reçu la visite du secrétaire d'État adjoint par intérim, M. Hope, qui a dit donc no change pour la position américaine, mais s'il y a une chose qui changera, c'est la détermination, la volonté des Américains à aller plus haut, plus vite, plus fort, pour reprendre une métaphore olympique très d'actualité, dans le raisonnement, dans la
résolution de ce conflit. Donc il faudra attendre le mois d'octobre pour voir ce qui va se passer. Alors, vous en parliez, vous en avez fait une allusion, Zakaria Aboudaheb, et je passe à vous, donc Hassan Saoud, pour ces manœuvres américaines, donc African Lion, qui n'est pas sa première édition, mais qui est devenue une tradition pratiquement entre le Maroc et les États-Unis pour assurer cette interopérabilité dont vous nous parlerez. Et puis il y a aussi des manœuvres aéronavales en mars au large des îles Canaries. Donc en tant qu'ancien officier des supérieurs des forces, enfin de la gendarmerie royale, vous voyez comment vous avez vu, comment vous avez reçu ces deux manœuvres. Permettez-moi, c'est Aziz, d'abord de bondir sur votre question de changement géopolitique concernant la reconnaissance. Vous savez, même aux Nations Unies maintenant, il y a un nouveau concept, une menace émergente qu'ils appellent la prolifération des États. Parce que qu'est-ce que veulent les adversaires de notre nation? Ils veulent l'installation d'un État corvéable et vassalisable à merci, et qui va être un nœud d'instabilité et de terrorisme dans la région et dans cette partie atlantique. Mais voilà un peu cette menace qu'il va falloir qu'on explique, parce qu'elle est évidemment d'actualité. Concernant ces manœuvres, signaler que nous sommes un partenaire majeur de la stratégie américaine. Je vous l'avais dit, terre, air, mer. Il y a une compatibilité, la recherche de la compatibilité des matériels, parce qu'ils sont nécessaires, et puis le renforcement capacitaire des ressources humaines. C'est atteint, et le Maroc est devenu incontournable, c'est annuel, et évidemment, il y a des projections aussi aux fins d'opérations sur d'autres territoires où le Maroc est régulièrement invité. Donc là, nous avons atteint un degré de maturité opérationnelle et stratégique incontestable. Pourquoi? Parce que nous avons une institution militaire professionnelle qui s'occupe de la défense de l'intégrité territoriale, de l'assistance aux populations dans tous les domaines. Et voilà la doctrine claire et limpide, et qui fait l'honneur de notre institution militaire, aussi bien au sein de la population marocaine que, évidemment, avec une réputation à l'étranger, et notamment aux Nations Unies, où nos soldats de la paix sont une fierté onusienne. Très bien. Zakaria Aboudaheb, je voudrais revenir sur un point de géopolitique qui me semble intéressant et important, cette triangulaire africaine que serait l'arc, si vous voulez, ou pas un axe parce qu'il y a 3 capitales, entre Washington, Londres et Rabat, pour une coopération africaine plus assumée, plus résolue, encore une fois. Est-ce qu'on peut parler aussi de ça quand on voit que les Américains, on a vu ce que dit le patron de l'Africom, donc le commandement américain pour l'Afrique, le général Townsend, de partir en Afrique aussi bien pour la sécurité donc dans la zone sahélienne, et aussi le côté économique en matière de ressources. Vous savez, les Américains, même les militaires, parlent d'économie, ils sont formés même pour ça, ils parlent des ressources, ils parlent des accords de coopération. Est-ce que vous pensez qu'effectivement cet axe ou cette triangulaire peut bien fonctionner? Et à quelle échéance? De tout temps, le Royaume-Uni a été un allié solide des États-Unis dans pas mal d'opérations. Et je crois que le Maroc a été déjà choisi comme un pays allié du Royaume-Uni, si j'ose dire, ou si je puis m'y exprimer. Un accord de partenariat a été conclu entre le Maroc, le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni. C'était en octobre 2019, justement, en préparation du Brexit, c'est-à-dire la sortie définitive du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui a été définitivement scellée à partir du 1er janvier 2021, ça c'est très important. Donc c'est un accord de partenariat sur le plan économique, avec pas mal de ventilation, parce qu'il y a également une coopération sectorielle. Et je crois que du point de vue de l'instrumentation, l'instrument est là, il existe. Certainement, maintenant, il faudra revenir aux projections et aux pronostics de l'État anglais
ou du royaume anglais par rapport à l'Afrique subsaharienne, qui est de l'Afrique de façon générale, pardon, qui est un continent qui recèle un potentiel considérable. Je peux tout simplement citer aujourd'hui le lancement de la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange continentale africaine, l'existence de beaucoup de communautés économiques régionales. Par exemple, le Maroc pourrait se positionner par rapport à un État pivot qui pourrait jouer, comme vous l'avez dit, c'est Aziz, le rôle de la triangulation. D'une part, les États-Unis, qui avaient toujours considéré que le continent africain était un continent stratégique, sur le plan de l'investissement tous azimuts. Et je peux également ici citer, dans le cadre de la déclaration de reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, comment on a considéré que le consulat américain au sud du Maroc constituerait un vecteur pour la promotion de l'investissement stratégique états-unien en Afrique. Et déjà, ce ne sont pas des slogans, mais on va dire des objectifs qui ont été véhiculés à partir de cette projection. Je n'excluerai donc pas que le Maroc, le Royaume-Uni et les États-Unis puissent faire un travail en commun pour précisément investir stratégiquement le continent africain qui recèle énormément d'opportunités et de possibilités géostratégiques. En dehors de l'armée des forces royales, Hassan Saoud, vous aurez quelque chose à ajouter sur cette géopolitique, cette nouvelle donne géopolitique dans la région, après ce qu'a dit le professeur Abou Taheb? Sauf que le Maroc est dans son Sahara, il le développe. Cette région a tous les atouts, et je dirais à ceux qui ont été entraînés dans ce calvaire de Tindouf qu'ils seront toujours les bienvenus dans cette région, qui va les recevoir à bras ouverts. Ils ont leur place. Le fait de durer dans cet enfer ne les arrangerait pas. Il faut qu'ils se rendent à l'évidence, et tout est fait pour qu'ils soient les bienvenus. Merci à vous deux pour vos éclairages pour ce spécial Fête du Trône, d'une fête du trône 2020 à une fête du trône 2021. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.